Normalement, ça devrait être le cas. Voilà, on lance Parfait, je vois l'enregistrement très également. bien. Parfait. Donc effectivement, bonjour à tous, ravi de faire partie de ce webinaire. Euh, Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, hein. La SCPI, donc évidemment avec le prisme expatrié, la fiscalité, évidemment aussi avec le prisme expatrié, et une petite shortlist de SCPI en zone euro, hors zone euro, enfin en zone UE et en France. Et vous verrez également comment est-ce que ces SCPI sont traités sur le plan notamment fiscal, avec des petites recommandations assez précises, à la fois sur les types d'investissements et quelques SCPI qui me paraissaient particulièrement pertinentes. Avant de commencer, ceci dit, un rapide mot sur moi. L'objet, c'est pas de faire un CV long, mais c'est vraiment juste de vous dire en quelques mots. Donc moi, je suis effectivement l'un des cofondateurs de Louvainvest. Euh, L'objectif de Louvainvest, c'est de permettre à tous d'investir en immobilier locatif de manière la plus simple possible, dès quelques centaines d'euros, avec la réalisation qu'aujourd'hui, sur la plupart des classes d'actifs, bourse, crypto, etc., on a des plateformes ou des apps qui permettent de le faire très simplement, pas sur l'immobilier, pas sur la SCPI. Et donc, c'est vraiment ce besoin auquel on essaye de répondre en proposant une plateforme en ligne, 100% digitale, comme vous le rappelez, Rémi, avec des frais réduits, et on y reviendra dans un instant. Peut-être un tout petit mot par rapport à vous, et j'ai particulièrement d'empathie pour les expatriés, parce que moi j'ai été expatrié également pendant 6 ans, 1 an en Angleterre et 5 ans aux États-Unis. Et donc je comprends tout à fait les difficultés potentielles que peuvent représenter un investissement locatif quand on est loin, ainsi que les complexités d'obtenir un emprunt ou de négocier avec une banque, en particulier aux États-Unis. Alors, pour les SCPI, en l'occurrence, les États-Unis, c'est vraiment un pays particulier parce qu'on ne peut pas investir en SCPI à cause de la loi FATCA. Vous le savez peut-être pour ceux qui vivent aux États-Unis, c'est que ça rend toutes les interactions avec les banques assez compliquées. Mais pour tous les autres pays, c'est beaucoup plus facile. On va commencer de manière très simple, hein, pour ceux d'entre vous qui sont pas très familiers de la SCPI. Une SCPI, en fait, c'est un véhicule d'investissement immobilier locatif dans lequel un certain nombre d'épargnants vont investir à partir de montants très raisonnables, hein. Le montant minimum est de 187 euros. En pratique, ce qu'on observe, c'est que les clients investissent quand même plutôt quelques dizaines de milliers d'euros à minima. On est sur de l'immobilier locatif, hein, donc la rentabilité, même si elle est bonne, dépasse rarement les 6-7%. Et donc, investir 200 euros a un intérêt finalement relativement limité si on souhaite obtenir des revenus, à moins évidemment de le faire de manière récurrente, par exemple tous les mois. Donc, on investit dans la SCPI. La SCPI, c'est vraiment un véhicule 100% conçu pour faire de l'investissement immobilier. C'est effectivement régulé par l'autorité des marchés financiers, comme vous le rappelez, Rémi. Et en termes de risque, et on va comprendre pourquoi, c'est considéré comme un risque modéré. L'échelle de risque classique s'échelonne de 1 à 7. Les SCPI sont en général entre 3 et 4 sur cette échelle de risque, là où par exemple la bourse pourra osciller entre 6 et 7. Donc on est sur quelque chose de très stable. Ça existe depuis plus de 50 ans, les SCPI, et ça a des performances qui se sont maintenues de manière extrêmement stable, entre, comme je vous le disais, on va dire 4 et 7% en gros de rentabilité annuelle. Une fois que les épargnants investissent dans la SCPI, une société de gestion, donc qui est une sorte de prestataire de service pour la SCPI, va faire toutes les décisions d'investissement selon une stratégie. La stratégie va être géographique. Est-ce que j'investis en France, en région, en province ou en Europe? Alors, certaines SCPI ont même des stratégies extrêmement précises. Par exemple, uniquement faire des bureaux en Allemagne. D'autres se qualifient d'opportunistes et donc vont tenter d'obtenir le meilleur rendement, quitte à avoir vraiment un panel à la fois de pays et de classes d'actifs assez large. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que la SCPI va acquérir de multiples biens. Une SCPI, en général, c'est plusieurs centaines de millions de capitalisation au minimum. Et donc, l'avantage, hein, vous le voyez tout de suite, c'est que vous allez avoir un investissement qui est diversifié par défaut. Plutôt que d'investir dans un appartement, vous investissez dans un panel d'immobilier. Une fois que donc l'investissement est réalisé, évidemment, les locataires payent des loyers. Ces loyers sont payés à la SCPI. Un certain nombre de frais, donc de dépenses courantes, type les charges de l'immobilier, ainsi que des frais de gestion sont pris par la société de gestion. Et évidemment, le net, donc ce qui reste des loyers moins ces charges et moins ces frais de gestion, vous est reversé sous forme de revenus. Et les revenus sont généralement versés de manière trimestrielle, à l'exception de quelques SCPI qui les versent de manière mensuelle. Donc,
De manière très simple, hein, une SCPI, c'est en fait un véhicule d'investissement immobilier qui suit une stratégie dans laquelle vous pouvez investir et vous détenez des parts de la SCPI. Pour rappel, la SCPI ne détient que de l'immobilier ou presque. On est généralement entre 90 et 100% de l'immobilier dans la SCPI. Et la société de gestion, c'est vraiment une société qui est tierce. Vous n'avez pas de part de la société de gestion, ce qui change pas mal par rapport à ce que vous pouvez connaître sur des REIT dans lesquels vous investissez dans des sociétés cotées en bourse. Là, ce n'est pas le cas. Les SCPI ne sont pas cotées en bourse. La valeur des parts est réévaluée tous les ans en fonction de l'immobilier et vous percevez des revenus réguliers qui proviennent des loyers. Ça, c'est vraiment une synthèse très rapide de la SCPI. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on pourra revenir un peu plus dans le détail sur le fonctionnement. Petit slide très rapide pour vous rappeler les avantages d'un investissement SCPI en tant qu'expatrié. Bon, c'est assez clair. Le premier, à mon avis, à mon sens, le principal, aucune gestion locative, aucune problématique d'aller visiter un appartement, d'avoir des entretiens avec des locataires, d'aller réparer des fuites d'eau. Tout ça est 100% outsourcé à la société de gestion, qui est une équipe de professionnels dont l'unique métier est vraiment le sourcing des biens, leur acquisition au meilleur prix, leur mise en location, la gestion du parc, y compris d'ailleurs parfois la rotation du parc, c'est-à-dire que dans certains cas, la société de gestion peut décider qu'un immeuble qui avait été acheté il y a quelques années à bon prix peut être revendu avec une plus-value aujourd'hui et donc peut le faire de sorte à faire tourner le parc et à maintenir un parc immobilier en phase avec les rendements les plus performants au tenté. L'autre point, évidemment, ça vient du fait de la structure de la SCPI. Vous avez des risques maîtrisés. Je vous rappelle que le risque est entre 3 et 4 sur une échelle de 7. En général, plutôt 3. Un 4, c'est vraiment très rare. Et ça, c'est dû principalement au sujet de diversification. Vous le savez tous, vous êtes une communauté d'investisseurs. La diversification, c'est vraiment le maître mot de tout investisseur pour réduire son risque. Je n'ai pas un bien sur lequel je peux avoir un problème. J'ai des centaines de biens, plusieurs comme centaines de millions de capitalisation, comme je vous le rappelais, sur lesquels j'investis. La rentabilité, évidemment, un des points cruciaux. Aujourd'hui, donc je vous le rappelais, hein, la rentabilité, enfin le rendement moyen des SCPI en 2021 s'élevait à 4,5%. Donc ça, c'est vraiment le rendement locatif. Et sur les 5 dernières années, on s'est amusé à faire un petit calcul. La moyenne de la revalorisation annuelle sur les SCPI était de 1,3%. Donc, il vient évidemment s'ajouter à ces 4,5% de rendement. Et donc, on se rend compte qu'on est effectivement sur un placement en phase avec ce qu'on pourrait faire tout seul. Alors, évidemment, je ne vous parle pas d'un immeuble de rapport dans lequel il faut tout refaire, sur lequel on peut avoir des rendements évidemment supérieurs. Mais pour revenir au point 1, on est évidemment ici sur un produit sur lequel vous n'avez aucune gestion. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, dernier avantage spécifique aux expatriés, la fiscalité pour les non-résidents est plutôt très avantageuse. Vous avez la chance, en tant qu'expat, de bénéficier d'une fiscalité qui est plutôt meilleure que celle des Français qui habitent en France. J'y reviendrai plus en détail en vous expliquant exactement comment cela fonctionne, mais la fiscalité est vraiment favorable, en particulier dans certains pays. Je pense par exemple à Singapour, Dubaï, les Émirats de manière générale, le Qatar, sur lesquels la fiscalité est vraiment très allégée. On fera évidemment un petit focus là-dessus. Alors, peut-être le petit moment d'autopromotion, et je vais essayer de ne pas le faire trop dégoulinant, mais pourquoi passer par Louvainvest? Évidemment, donc, nous, notre enjeu, c'est de faire une plateforme en ligne, 100% du dossier en digital. On ne vous enverra pas de dossier papier. Vous avez des signatures en ligne. La plateforme fonctionne en ligne. Vous pouvez vous renseigner sur les SCPI, faire des simulations, contacter des conseillers si vous avez besoin, et ensuite directement faire un investissement. Avec un avantage également, c'est que donc, ce qu'on appelle le KYC, hein, qui est toute la partie réglementaire de connaissances clients, se fait une fois en ligne sur la plateforme et ensuite nous on la réutilise pour toutes les SCPI dans lesquelles vous pourriez décider de réinvestir par la suite. On a des conseillers qui sont certifiés AMF, on a un peu plus de 50 SCPI qui sont disponibles sur la plateforme et peut-être un autre point de différenciation majeur avec le fait d'être en ligne, on a décidé de réduire les frais des SCPI qui sont, comme vous le rappelez Rémi, très élevés. Les frais de souscription en moyenne sur une SCPI s'élèvent à 10%, ce qui signifie que si vous investissez par exemple 100 000 euros, eh bien, vous allez payer 10 000 euros de frais, dont une grande partie va revenir au courtier. Ça, c'est une info qui est souvent assez passée sous silence par la plupart des conseillers en gestion de patrimoine, mais les frais sont très élevés sur les SCPI. Quand on a découvert ça, on a donc décidé de les réduire. Et la manière de les réduire, c'est de vous donner un cashback. Donc, j'investis par exemple 100 000 euros pour sevrer un cashback de 2 500 euros.
qui sera versé directement sur votre compte en banque après votre investissement et qui vient se défalquer de ces frais d'environ 10%. Voilà, donc c'est vraiment nos avantages. Évidemment, je serais ravi que vous passiez par nous, mais là, la suite de la présentation va être beaucoup plus générale et rester vraiment 100% sur les SCPI. Le deuxième gros sujet qu'on va aborder aujourd'hui concerne la fiscalité pour une raison assez simple, c'est que la plupart du temps, quand on envisage un investissement, le sujet de la fiscalité est primordial parce qu'il va affecter de manière potentiellement disproportionnée les rendements réels obtenus. Le rendement facial, comme je vous le disais, de 4,5 peut vraiment varier assez conséquemment entre, par exemple, une SCPI française ou une SCPI européenne, de la pleine propriété ou de la nue propriété. Je vais revenir quand même sur le premier cas, donc pour un non-résident fiscal français qui investit dans des SCPI françaises. Et c'est un cas qu'on ne va pas recommander, mais on va vous expliquer pourquoi on ne le recommande pas, en pleine propriété. Donc, dans ce cas, les revenus que vous allez toucher des SCPI françaises, donc qui investissent en France, ces revenus-là vont être taxés en France. Il y a une règle française qui dit que les revenus de source française sont taxés en France. Et donc, vous avez des impôts sur le revenu, qui sont donc la première ligne que vous voyez ici, forfait taux moyen, et des prélèvements sociaux. Le cas classique de la fiscalisation de l'impôt sur le revenu sur les revenus de source française fonciers sont que sur la tranche en dessous de 26 070 €, vous allez payer 20% d'impôts en plus des prélèvements sociaux, donc 20% d'impôts sur le revenu. Et sur la tranche au-dessus de 26 070, 30% d'impôts, avec l'exception du taux moyen, c'est-à-dire que si vous pouvez justifier que la somme de vos revenus globaux vous aurez imposé à un taux moyen inférieur à ces 20 ou 30%, dans ce cas, vous pouvez bénéficier du taux moyen. On ne va pas se mentir, sur une population d'expatriés, en général, le taux moyen va être supérieur à cela et donc ne sera généralement pas intéressant. Donc le forfait 20% pour la tranche sous 26 000, 30% au-delà, et des prélèvements sociaux, alors qui sont réduits si vous habitez dans l'espace économique européen ou la Suisse et que vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Dans ce cas, vous n'avez que ce qu'on appelle le prélèvement de solidarité, qui est de 7,5%. Si vous n'êtes pas dans ce cas, espace économique européen ou suisse, alors les prélèvements sociaux traditionnels de 17,2% s'appliquent. Ce qu'on observe donc, c'est que à minima, sur des revenus de source française pour une SCPI française en tant que non-résident, vous serez imposé en général à au moins 27,5%, voire 37,2%, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui réduit assez drastiquement l'intérêt d'investir dans une SCPI française. Voilà, donc c'est la règle de calcul. Alors évidemment, je vous ai mis quelques liens, on pourra le détailler, mais le point à garder en tête, c'est qu'en fait, la fiscalité sur les revenus français est quand même assez lourde et donc on va essayer de s'en abstraire le plus possible en allant sur des SCPI qui ne sont pas françaises. Tout cela concerne la pleine propriété. Et je mets donc du coup ce point vraiment en avant parce que dans le cas de la non-propriété, dans le cadre du démembrement, ce n'est pas le cas. La fiscalité sera beaucoup plus légère et je vous l'explique très rapidement. Peut-être, avant toute chose, on va revenir sur c'est quoi le démembrement. Alors, vous êtes une communauté d'investissement immobilier, je crois, à la base. Vous connaissez probablement le concept de nue propriété et d'usufruit, mais de manière très simple, le démembrement consiste à prendre une part, donc dite en pleine propriété, que j'achète de manière classique, et je vais en séparer deux aspects. L'aspect usufruit, qui est donc le fait de recevoir des loyers. Alors, dans un cadre immobilier, ça inclut également l'usage du bien, donc potentiellement sa mise en location. Dans le cadre d'une SCPI, en pratique, ça veut dire que vous séparez les loyers pendant une période donnée de la nue propriété, qui fait que vous possédez la part, mais que vous acceptez de ne pas toucher des loyers pendant une période définie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si je fais de la nue propriété 7 ans, ça veut dire que pendant 7 ans, je ne vais pas toucher le loyer, mais donc je vais acheter moins cher ma part, évidemment, puisque je n'en ai pas la jouissance et donc je n'en aurai pas les loyers. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc que vous allez pouvoir acheter une part qui vaudrait par exemple 100, beaucoup moins cher. Pour l'exemple, vous pouvez acheter cette part à 70 € au lieu de 100 € et abstraire les loyers pendant, mettons, 7 ans. Au bout des 7 ans, vous récupérez la pleine propriété de votre part et donc, en hypothèse de valorisation constante, la part en pleine propriété valait 100 au moment de l'achat, elle vaut toujours 100 au moment du remembrement. J'ai une part que j'ai achetée en réalité 70, puisque je l'ai achetée en une propriété, qui vaut tout à coup 100. Et là-dessus, il n'y a aucune imposition. On appelle ça le remembrement. Ce n'est pas considéré comme de la plus-value.
c'est une décote qui a été appliquée en échange de perdre de l'usufruit. Et donc là-dessus, vous n'avez aucune imposition. Et on le verra dans des exemples concrets un peu plus tard. Cela nous permet d'obtenir des taux de rentabilité interne extrêmement intéressants, de plus de 4,5% dans certains cas, avec zéro fiscalité. Donc c'est quand même très intéressant. Et cerise sur le gâteau, les parts détenues en nue propriété ne rentrent pas dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est vraiment un point qui est très intéressant et que l'on recommande en fait la plupart du temps si vous n'avez pas besoin des loyers. Pourquoi je dis ça? En général, on investit en SCPI pour deux raisons principales. La première, c'est se générer des revenus complémentaires et donc évidemment la nue propriété n'est pas adaptée. On n'a pas les loyers pendant une période donnée. Dans l'autre cas, c'est pour faire fructifier son patrimoine. Et donc là, le sujet des loyers est un peu moins intéressant, un peu moins nécessaire. Et donc, la nue propriété va être un très, très bon moyen de booster son rendement en ne générant aucune fiscalité. Maintenant, on va arriver au cas peut-être le plus intéressant et celui dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est le cas de la fiscalité en pleine propriété, donc en touchant des revenus, mais sur une SCPI qui n'est pas française, qui serait par exemple européenne, parce que la plupart des SCPI en réalité sont soit françaises, soit européennes. On a très peu, voire pas, de SCPI qui investissent hors zone euro aujourd'hui. Le point qui est intéressant, c'est que sur l'impôt sur le revenu, l'impôt, donc il y a un impôt qui est acquitté dans le pays source par la SCPI, mais du coup, en France, vous n'avez aucune déclaration à faire. Donc, là où ça simplifie conséquemment les choses, c'est que plutôt que de devoir réaliser une déclaration de vos revenus de source française en France et vos déclarations de revenus dans votre pays de résidence, là, vous n'en avez qu'une à faire qui est dans votre pays de résidence, aucune déclaration à faire en France. L'imposition de ces revenus va ensuite dépendre de vos conventions fiscales, donc avec le pays de résidence et le pays dans lequel les revenus ont été touchés. Mais quand même, un point qui vaut le coup d'être mentionné, donc c'est que dans un certain nombre de pays, cette imposition tombe à zéro, notamment Singapour, Émirats arabes unis, Qatar, Hong Kong, Liban et un certain nombre d'autres pays dont j'ai mis le lien donc, sur une page Wikipédia qui vous rappelle en fait les pays qui ne taxent pas les revenus de sources étrangères. Là, c'est vraiment le jackpot dans ces cas-là, pour une raison évidente, c'est que vous allez avoir des revenus qui ne nécessitent aucune déclaration dans aucun pays et qui ne sont pas taxés après qu'ils vous aient été versés. Donc ça, c'est vraiment génial. Pareil sur les prélèvements sociaux, aucune déclaration à faire en France, aucun prélèvement en France. Et donc les 7,5 ou 17 dont je parlais initialement sautent complètement dans ce cas-là. On va être extrêmement clair. Les SCPI européennes, quand on est non-résident, c'est la solution préconisée si vous souhaitez faire de l'investissement en pleine propriété et donc générer des revenus. Maintenant, on a fait un petit tour d'horizon de la fiscalité et donc on a identifié deux solutions qui sont recommandées. Si vous n'avez pas besoin des loyers, faire par exemple de la nue propriété pendant une période déterminée. Si vous avez besoin des loyers, faire de la pleine propriété sur des SCPI européennes. Et donc, je vais vous présenter deux SCPI dans chaque cas qui sont recommandés par Louvainvest en fonction de leurs caractéristiques propres. Donc, la première, c'est pour du démembrement. Si vous souhaitez investir en nue propriété, la première SCPI qu'on va vous recommander, ça va être Hirokozen, qui est une SCPI relativement récente, qui a l'avantage de ne pas avoir de frais de souscription. Pas de cashback non plus du coup, parce que pas de frais de souscription. Mais l'avantage de ne pas avoir de frais de souscription, c'est qu'en fait, sur des durées de 3 à 8 ans, on arrive à générer des taux de rentabilité supérieurs à 4,5%, ce qui est quand même assez énorme, et comme je vous l'indiquais, avec aucune fiscalisation. En plus de ça, Hirokozen a l'avantage majeur d'être une SCPI donc diversifiée en termes de stratégie, ce qui va vous permettre de vraiment pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et en plus d'être diversifiée sur le plan de la classe d'actifs, c'est-à-dire qu'elle va par exemple investir dans des entrepôts, des bureaux, des crèches, elle est également diversifiée sur le plan géographique. Elle investit en France, mais pas que, avec une très bonne proportion de ses investissements qui sont réalisés également en Allemagne, en Irlande, en Espagne ou aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment un excellent TRI et l'avantage majeur de cette SCPI sur le sujet TRI, c'est que même à 3 ans, qui est une durée très courte, qui est donc une durée sur laquelle on peut se projeter assez facilement, qui ressemble presque à du crowdfunding, on va réussir à générer des TRI de plus de 4,5%, ce qui est très rare sur les SCPI, puisque comme elles ont des frais de souscription en général, le TRI court terme est généralement très affecté par les frais de souscription. Premier choix, Hirokozen. Deuxième choix, si vous souhaitez une SCPI qui est peut-être un petit peu plus historique, on va dire, qui a un peu plus de bouteilles, Vendôme Région, qui a un très bon historique de plus de 6% de rentabilité depuis maintenant de nombreuses années.
et qui, malgré le fait qu'elle ait des frais de souscription, vous permet d'obtenir des très, très, très bons TRI. Comme je vous l'indiquais, hein, le meilleur TRI se positionne sur 8 ans avec 3,9% de TRI. Pareil, un TRI net de toute fiscalité, qui est vraiment très attractif. Sur une SCPI, pour le coup, 100% française, mais avec une stratégie d'actifs diversifiés. On passe maintenant au cas SCPI européenne. Donc, je vous ai sélectionné deux SCPI européennes. Dans les deux cas, j'ai essayé de vous sélectionner des SCPI qui sont assez historiques ou à minima, dont la société de gestion a réussi à démontrer en fait leur capacité à gérer une SCPI en Europe. Les deux, en l'occurrence, sont basés en Allemagne. Il y a une SCPI dont je ne parlerai pas parce qu'on ne la propose pas et qu'elle est un petit peu différente, c'est Quorum, les SCPI Quorum, donc, qui sont également des bonnes SCPI, mais qui présentent des frais de souscription qui sont en réalité très élevés et qui n'autorisent pas le cashback et donc qui ne rentrent pas dans la philosophie Louvainvest, mais je suis certain que certains d'entre vous les connaissent également. En tout cas, on n'en parlera pas ici, mais elles existent évidemment. Donc, le poids lourd Eurovalis, donc c'est vraiment une SCPI 100% Allemagne. Je l'appelle un must-have parce qu'elle a une très, très bonne capitalisation. Elle réalise des très bons rendements d'environ 4,5% par an sur une stratégie 100% bureau, 100% Allemagne. Et vraiment, si vous souhaitez faire un fonds de portefeuille en SCPI européenne, c'est vraiment un choix prime. Deuxième solution, qui est également en Allemagne, Novapir Allemagne 2, qui, elle, a connu des débuts un tout petit peu moins bons parce qu'ils ont énormément collecté, en fait, et donc ils ont mis un petit peu de temps avant de réussir à placer la collecte. C'est maintenant résolu. Le taux de rendement est en nette augmentation sur les 2 dernières années et va continuer d'augmenter sur 2022 et 2023. On est sur une SCPI, pareil, 100% Allemagne, en commerce, gérée par Paref, qui est une société de gestion qui a déjà créé Novapir Allemagne 1, qui est vraiment une SCPI classique qui maintenant est fermée à la souscription. Hein. C'est pour ça que je ne vous la recommande pas. Novapir Allemagne 2, c'est un peu la petite sœur de Novapir Allemagne 1, une très bonne SCPI pour aller investir sur de la SCPI européenne. Alors, peut-être un petit aparté ici. Si vous souhaitez faire des comparaisons entre des SCPI de pleine propriété, nous avons créé un simulateur. Normalement, vous devez voir toujours mon écran. On a sur l'application Louvainvest, vous n'avez même pas besoin de vous connecter d'ailleurs, hein, vous pouvez y accéder sans être connecté. Sur l'académie, on a créé un ensemble de simulateurs qui vous permettent très facilement d'aller mesurer la performance en fonction de votre taux d'imposition et du montant que vous souhaitez investir ou de la durée pour aller regarder automatiquement les revenus bruts, les revenus nets, les avantages loups, etc. Donc ça, je vous encourage à aller jouer sur cet outil de pleine propriété. Et on a également le même outil en nue propriété qui va vous permettre, par exemple, d'aller faire les mêmes calculs que ce que je vous montrais sur les SCPI en nue propriété. Donc ça, tout ça sont des simulateurs gratuits sur lesquels vous pouvez aller jouer et vous faire une opinion sur les SCPI que vous souhaitez investir. Peut-être dernière note, j'ai parlé rapidement donc, des Américains, des US persons qui sont non éligibles malheureusement à l'investissement SCPI. Il y avait encore quelques SCPI qui les acceptaient jusqu'à il y a peu, mais maintenant c'est vraiment totalement bloqué. Note sur le crédit également, je préfère être tout à fait humble par rapport à ça. On n'a pas de crédit pour les non-résidents. Chez Louvainvest, le crédit qui plus est aujourd'hui est en train de se resserrer. Vous entendez tous parler, je pense, de la hausse des taux qui nous affecte tous. En particulier, tous les dossiers un peu complexes, considérés comme complexes par les banques, notamment les expatriés, sont vraiment, vraiment compliqués. Les taux ont nettement augmenté. Aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires qui proposent des taux qui sont au-dessus de 4%. Et aujourd'hui, on considère que le crédit devient moins intéressant, par exemple, par rapport à du versement programmé. On vient de lancer une nouvelle fonctionnalité là-dessus qui vous permet d'investir tous les mois, un peu comme des échéances de crédit sur des SCPI. Donc, n'hésitez pas, on vient de lancer ça sur une première SCPI. Si vous avez, par exemple, d'autres SCPI sur lesquels vous seriez intéressé de faire des versements programmés, n'hésitez pas non plus à nous le signaler. On est évidemment ouvert à l'ouverture de nouveaux produits par rapport à ça. Mais en tout cas, sur le crédit, je préfère être vraiment transparent. On n'est probablement pas la meilleure solution pour le crédit non résident. Voilà, ça conclut la présentation que je voulais relativement courte et qui abordait les points, j'espère, qui vous intéressaient. J'ai vu qu'on avait quelques questions sur le chat. Rémi, on va peut-être pouvoir se lancer là-dessus.
Oui, super, ouais, très courte mais très intéressante, qui couvre vraiment beaucoup de points. Justement, la première question que posait un des membres, c'était entre SCPI à crédit et SCPI en démembrement, en une propriété. Quel serait ton conseil? Quel est le meilleur choix pour toi? Entre SCPI à crédit et démembrement? Oui, Bon, la réponse pour moi là-dessus, c'est vraiment deux types d'investissements assez différents. Le démembrement est extrêmement intéressant sur le plan du TRI et en plus vous permettra de générer des revenus à horizon, on va dire, entre 3 et 10 ans. Donc ça, c'est assez intéressant. Le cas canonique, hein, ça va être par exemple une personne qui prépare sa retraite, qui peut investir aujourd'hui, je sais pas, 30, 40 000 euros, mais qui voudra maximiser ses revenus dans 5 ans, 10 ans. Donc là, c'est vraiment le cas extrêmement classique. On va acheter ses parts un peu moins cher, générer plus de revenus plus tard. Le crédit, c'est évidemment un horizon d'investissement qui est totalement différent. Le crédit, on va partir généralement sur la durée la plus longue possible et donc en général entre 15 et 25 ans, avec un cash flow qui est généralement légèrement négatif sur les SCPI, du fait notamment des taux assez élevés. Donc en fait, enfin, je peux vraiment pas donner de réponse qui soit binaire, blanc ou noir, l'un est mieux que l'autre. En revanche, si vous pouvez effectivement investir pendant une vingtaine d'années, le crédit peut être intéressant si vous avez un bon taux. Et j'attire vraiment l'attention là-dessus, parce qu'avec les taux actuels, ce qu'on observe, c'est que l'effet de levier, c'est génial tant que le rendement est supérieur au taux. Si jamais l'écart entre les deux, le spread, hein, comme on l'appelle, entre le taux du crédit et le taux de rendement, venait à diminuer encore un petit peu, je pense que ça devient un choix beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, le versement programmé, en fait, devient plutôt plus intéressant. tout à fait. Merci. Ouais. D'ailleurs, en versement programmé, forcément, c'était la réflexion que je me faisais. On a eu des remarques là-dessus. Des membres seraient intéressés pour avoir des versements programmés sur des SCPI européennes, donc adaptés aux expatriés. Et ben, c'est un très bon Pour... point. D'ailleurs, on est en train de regarder pour en ajouter une ou deux comme SCPI européenne. Super, super, super. Ben, tiens-nous informés. Une question qui revient à plusieurs niveaux, avec plusieurs étages, sur la liquidité des SCPI pour sortir, donc la revente. Est-ce que peut-on espérer une plus-value au moment de la revente? Quel est le type de liquidité qu'on a à la revente? Est-ce qu'il y a des impôts sur les plus-values, des frais de sortie? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Absolument. Alors, premièrement, sur la partie revalorisation. Alors, comme je vous le rappelais, la revalorisation moyenne des SCPI sur les 5 dernières années était d'environ 1,3% par an. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc oui, on peut espérer faire une plus-value. Ça va quand même pas mal dépendre de son choix de SCPI, hein. Je pense à certaines SCPI qui revalorisent assez rarement, Pierre Val Santé qui n'a pas revalorisé depuis quand même plusieurs années. D'autres, à l'inverse, qui vont faire des choix de revalorisation un peu plus réguliers. Comme ça, un billet en tête Cœur de Région qui a revalorisé plusieurs fois déjà rien que cette année, avec des revalorisations évidemment faibles. On va pas revaloriser de 5% 3 fois par an, c'est pas possible. Mais donc oui, on peut espérer une revalorisation. La question de la liquidité est une question essentielle. Sur la SCPI, il n'y a pas de garantie de liquidité. On n'est pas sur un produit, on va vous garantir une revente à horizon 2 semaines ou un mois. En revanche, aujourd'hui, sur de la SCPI, on a une demande, donc un investissement qui est largement supérieur au désinvestissement. Donc, on a ce qu'on appelle une collecte nette, c'est-à-dire l'investissement moins les retraites, qui est largement excédentaire et qui fait qu'en pratique, sur l'immense majorité des SCPI, aujourd'hui, on sort dans le mois. C'est-à-dire que si je fais une demande de retrait, par exemple, le 15 octobre, alors, les SCPI enregistrent généralement toutes les demandes d'investissement et de retrait en fin de mois. Donc, par exemple, si je la fais le 15 octobre, elle sera traitée vers le début novembre, je sais pas, le 1er ou le 2 novembre. Mais aujourd'hui, sur quasiment toutes les SCPI, on sort instantanément au début novembre. Et donc, la liquidité est plutôt très bonne sur la SCPI, avec ce point que je rappelle une fois de plus, pas de garantie de liquidité. Et donc, est-ce qu'il y a une taxation à la revente sur la plus-value éventuelle? Alors, c'est un bon point, effectivement. De manière générale, il y a une plus-value sur les taxes, il y a une taxation sur les plus-values de SCPI françaises. Sur les SCPI européennes, ceci dit, c'est une excellente question. Il faudrait que je revérifie parce que les schémas D'accord. sont tous un peu différents. On pourra potentiellement l'ajouter si c'est une question intéressante sur un slide quand on partagera la présentation finale.
Je vois un commentaire et je pense que la réponse est dans la question. Effectivement, tu dis qu'aujourd'hui, il y a une grande liquidité parce que la collecte est nettement supérieure aux sorties. Qu'est-ce que ça va devenir dans 5 ou 10 ans? Ben voilà, je pense que tu as donné la réponse. Il n'y a aucune garantie. Donc, si le marché se retourne, le marché se retourne. Et à ce moment-là, ben, il n'y aura pas de liquidité, quoi. C'est un marché fermé, ce n'est pas coté en bourse. Donc voilà, ça fait partie d'un des risques des SCPI. Je voudrais aborder d'ailleurs, puisqu'on parlait un peu de taxes et de frais, tu as parlé des frais. Il y avait une question justement de qui paye les frais des CPI aujourd'hui et des 2,5%, d'où ils arrivent finalement. Est-ce que tu pourrais reprendre un peu ce point-là de ta présentation? Absolument. Oui, tout à fait. Alors, je pense que tu fais référence au cashback qui est ici. Du coup, oui, le sujet du cashback, c'est qu'en fait, donc, pour faire très simple, quand on investit en SCPI, on a des frais de souscription de l'ordre de 10%. Ce que ça signifie, donc, c'est des frais de souscription qui sont prélevés dès l'investissement, mais en réalité, ils ne sont ressentis qu'à la sortie. C'est-à-dire que je vais investir, par exemple, 100 euros, et si je décide de revendre demain, je ne pourrai revendre qu'à 90 euros. Donc, j'ai perdu 10% de frais, comme cela. En revanche, la rentabilité d'une SCPI est affichée sur le prix d'achat. Donc, par exemple, une SCPI qui m'affiche 5% de rendement, si j'achète 100 euros, je peux espérer avoir 5 euros de rendement sur ma SCPI. Donc, même si en réalité, si je la revendais, ça ne vaudrait plus 90. C'est une petite particularité de la SCPI. Ces frais de 10% sont répartis de la manière suivante. Il y en a, on va dire, entre 3 et 5% qui vont à la société de gestion et qui vont financer la recherche des biens, donc recherche de l'acquisition, négociation, analyse, etc. Et le reste est donné au distributeur, donc le courtier, la personne qui va être votre intermédiaire pour investir en SCPI. Donc, dans notre cas, nous, on prend la décision de, sur ces, on va dire, allez, 5 à 8% qui nous sont reversés, de donner une partie au client, 2,5%, en réduisant nos frais. Et donc ça, c'est un point important. Le cashback est considéré comme une réduction des frais d'intermédiation par le courtier. Donc, c'est comme ça que nous, on est capable de vous donner 2,5%. Si le sujet vous intéresse particulièrement, je vous invite, je me permets, je crois que mon écran est encore partagé. Si vous allez Absolument. sur cette page-ci, frais sur notre site, on fait une explication en fait de tous les types de frais et du cashback, et donc notamment ce graphe-là en fait qui vous montre exactement comment ça se passe, les 10% de frais donc qui sont en partie conservés par la société de gestion et en partie donc reversés dans notre cas ou pas par un courtier traditionnel. J'espère que ça répond à la question sur ce graphe-là. Absolument. Je pense que effectivement c'est très clair. Je reviens à une question comme ça pour approfondir sur le risque de liquidité, pour essayer de clore ce sujet. Une personne qui dit que, est-ce qu'il faut bien comprendre, ça veut dire qu'il faut attendre pas mal de temps vers vente versus collect, mais que la vente se fera, ou bien il faut comprendre que à certains moments, le marché, les conditions du marché pourraient être que les SCPI deviennent invendables. Non, alors ça non, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes hein, donc, qui ont été mis en œuvre pour éviter cette situation. Donc, le premier mécanisme, c'est effectivement le cas, on va dire, idéal. Vous avez plus d'achats que de ventes et donc, évidemment, vous sortez très rapidement. Dans le cas inverse, vous avez plus de ventes que d'achats. Là, il y a deux mécanismes qui vont se mettre en place. Le premier, c'est que généralement, les SCPI vont créer ce qu'on appelle un fonds de liquidité. Donc, la plupart d'entre elles créent un fonds de liquidité déjà aujourd'hui, qui vont, par exemple, garantir que jusqu'à 10% du capital pourrait être revendu avec une décote. Mais si vous avez un besoin de sortir extrêmement vite, et donc vous allez accepter de vendre encore un peu moins cher, mais vous allez sortir tout de suite grâce au fonds de liquidité. Donc ça, c'est un premier mécanisme qui est mis en place par un certain nombre de SCPI. Et le dernier mécanisme, qui est évidemment celui qui est évoqué, je crois, par quelqu'un sur le chat, qui est le fait de revendre les biens immobiliers. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une société de gestion va pouvoir décider si elle avait, je sais pas, 100 millions de biens en portefeuille, d'en revendre un, deux ou trois pour pouvoir faire face à la sortie d'investisseurs qui souhaiteraient sortir et attendre, sachant qu'il y a un certain nombre de conditions statutaires et c'est vraiment l'intérêt de ces produits, en fait, c'est comme ils existent depuis 50 ans, contrairement à d'autres produits d'immobilier qu'on a pu voir se lancer récemment, il y a vraiment beaucoup de cas qui ont été réfléchis pour garantir malgré tout au maximum une liquidité aux investisseurs, même si on va garantir, en tout cas pour offrir au maximum une liquidité, même si elle n'est pas garantie.
D'accord. Je reviens sur le démembrement. Je vais essayer de grouper les questions qui ont été posées. Je vois qu'il y a d'autres questions sur la liquidité. C'est intéressant. Je voudrais changer de sujet. Donc, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, la partie liquidité, je vous invite à contacter un des conseillers de Louvain Invest qui pourra vraiment répondre de manière précise à vos questions. Pour reprendre sur le démembrement, est-ce que le versement programmé et démembrement, est-ce que c'est une combinaison qui est possible et qui va être envisagée par Louvain-Invest? Alors, le versement programmé en démembrement, je ne vous cache pas que le démembrement, c'est quand même une option qui est un peu plus lourde opérationnellement pour les sociétés de gestion et pour Louvre, pour une raison très simple, en fait, c'est que quand vous allez vendre une part en nue propriété, il va vous falloir trouver un usufruitier. Parce qu'en fait, on ne peut pas vendre que la nue propriété si personne n'a acheté l'usufruit, par définition. Et donc, c'est un travail qui est un peu plus long. Et donc, les sociétés de gestion limitent plutôt l'option de versement programmé en démembrement. Un faible nombre d'entre elles l'autorisent. Malgré tout, ça reste encore très minoritaire aujourd'hui. Le versement programmé pleine propriété est le cas classique. Après, sans nécessairement vous encourager à le faire, parce que c'est un process un peu compliqué malgré tout pour le client, mais on a effectivement quelques clients qui vont grouper tous les 3 mois, par exemple, pour aller acheter quelques parts en démembrement et donc aller mettre 1500, 2000, 3000 euros tous les 3 mois via du démembrement. Donc ça, c'est tout à fait faisable, hein, et d'ailleurs, la plateforme vous permet de le faire assez facilement puisque vous avez l'option au moment du checkout, hein, au moment de l'investissement, d'aller sélectionner l'option pleine pro ou nu pro. Donc ça, c'est voilà. Le VP complètement automatisé démembrement, plutôt non. La possibilité de le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, absolument. D'accord. OK, donc là, faut le faire soi-même. Ouais. Est-ce que toujours quand on fait du démembrement, est-ce qu'il faut les déclarer au moment de la déclaration des impôts ou pas du tout? En fait, sur le démembrement, vous n'allez pas avoir de revenus, donc il n'y a pas de Donc il y a rien à déclaration et déclarer. ça rentre pas non plus dans l'IFI. Donc en fait, ça ne va même pas rentrer dans la déclaration IFI. Donc pour le coup, c'est vraiment l'avantage, hein, c'est que vous êtes sur quelque chose de très très simple. Très transparent et rien à faire. Sur les SCPI elles-mêmes, effectivement, une question qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent, c'est est-ce qu'elles sont elles-mêmes endettées pour faire leur investissement? Et si oui, à quel niveau? Très bonne question, effectivement. Bah, surtout, c'est une question, je pense, qui peut être posée en fonction du taux d'intérêt, enfin des taux d'intérêt qui remontent un petit peu en ce moment. Alors, la réponse à Exactement. cela, c'est que les SCPI sont autorisés à être endettés dans une limite de 40% maximum. En moyenne, les SCPI sont plutôt beaucoup moins endettés que 40%. La dernière fois qu'on avait fait l'état des lieux, on était à une moyenne d'à peu près 20% d'endettement et qui en plus sont sur des durées relativement courtes. On a par exemple un certain nombre de sociétés de gestion qui ont un peu senti le vent tourner et qui ont décidé de manière assez intelligente, je trouve, d'aller prendre quelques lignes de crédit juste avant que les taux ne remontent trop, en se disant en fait on va prendre du crédit pas très cher, ça va nous permettre de booster un peu la performance sur les années à venir. Mais l'intérêt quand même d'une SCPI, c'est qu'elle n'a généralement pas besoin de s'endetter pour aller faire des acquisitions, parce que la très grosse majorité, c'est vraiment du cash. Ce qui d'ailleurs, parce que je crois que quelqu'un posait une question par rapport à ça, sur l'inflation, sur le futur, est plutôt très positif. Aujourd'hui, les SCPI sont dans une position où, comme elles investissent principalement en cash, elles ont un pouvoir de négociation qui augmente, un peu comme un investisseur immobilier qui investirait 100% cash. Aujourd'hui, peut se permettre d'aller faire des offres en dessous du marché, en faisant valoir le fait que, en investissant cash, on a quand même un risque qui est réduit comparé à quelqu'un qui voudrait prendre un crédit. Absolument. Super. Une autre question, justement, les SCPI, donc tu disais que ça peut être diversifié par région, par type d'investissement, mais est-ce que c'est des investissements uniquement professionnels, type bureau et autres, ou ça peut être aussi des investissements type logement privatif? Sur les SCPI, Oui, tout est envisageable aujourd'hui. On a des SCPI qui font vraiment tout le gamut des classes d'actifs, du bureau, la résidence hospitalière ou EHPAD, des résidences, du résidentiel traditionnel. Je pense notamment à Kianéos Pierre, qui est une SCPI française, du coup peut-être un peu moins pertinente, à moins de le faire en démembrement, parce qu'elle est assez bonne en démembrement également, qui en plus a un vrai atout, c'est qu'elle joue des récentes lois sur le DPE. Je pense que vous êtes extrêmement familiers tous au sein de la communauté sur les nouvelles lois sur le DPE. En fait, Kianéos Pierre va prendre pris le parti d'acheter des biens un peu moins chers parce qu'ils ont des DPE objectivement médiocres et de les retaper. Et en fait, ça leur permet d'acheter vraiment pas très cher, de faire des beaux travaux,
de passer, on va dire, d'un DPE F ou G à un DPE D, voire même parfois C, et donc de les mettre en location à des bons prix, et en plus avec un énorme atout sur le plan bilan carbone, qui peut-être touchera des cordes sensibles chez certains d'entre vous, parce qu'en fin de compte, ce qu'on observe sur la construction, vous le savez probablement, la construction, c'est un des très gros pôles d'émissions carbone, et en fait, quand on prend des logements existants, qu'on les rénove, non seulement on réduit les émissions du logement en question, mais surtout on évite la construction d'un nouveau logement. Et ça a des impacts carbone extrêmement élevés. Donc oui, on peut faire du résidentiel, en plus sur des stratégies, je trouve, très dans l'air du temps et vraiment, vraiment sympa. D'accord. Alors, du coup, tu nous as présenté deux grandes stratégies, si je résume, hein, pour les expatriés, soit la partie démembrement, soit la partie SCPI européenne. Mais toi, quand tu prends du recul et si tu regardes un horizon long terme, est-ce que du coup, tu conseillerais plutôt de faire du démembrement sur des SCPI France, type permis propriété, ou plutôt d'aller sur des SCPI Europe ou de panacher les deux? Quand tu prends du recul, toi, ça serait quoi ton conseil? Bah, pour moi, la réponse, en fait, va dépendre de manière assez conséquente de votre pays de résidence. Si vous êtes dans un pays dans lequel il n'y a aucune taxation des impôts, des revenus, pardon, étrangers, on l'avait dit, hein, Dubaï, le Qatar, Singapour, etc., Hong Kong, on va se rendre compte que les rendements dans les deux cas vont être extrêmement similaires. Sur, par exemple, de l'Eurovalis, on va pouvoir espérer faire du 4,4, 4,5 net de tout, hein, net de tout impôt, puisqu'on n'aura pas d'imposition supplémentaire. Et donc, on se rapproche énormément de ce qu'on va réussir à faire sur du démembrement. Donc, les deux peuvent se regarder puisque vous n'avez aucune imposition. Se pose ensuite la question de se dire combien de temps allez-vous rester dans le pays dans lequel vous êtes qui a cet avantage. De manière malgré tout générale, je peux vous montrer un petit exemple un instant. Parce qu'on a également une initiative qui existe dans l'académie. Alors, je vous la montre rapidement. Si vous allez dans l'académie, vous avez donc la communauté sur laquelle vous pouvez échanger, et vous avez également la base de données, qui est une base de données qu'on maintient en fait de manière gratuite, hein, sur laquelle vous pouvez obtenir toutes les infos. Et notamment, on calcule des TRI de démembrement. Et pour vous montrer hein, sur Hiroko, parce que quand même c'est assez intéressant, sur Hiroko, on peut monter sur du 5 ans à 4,8% de TRI, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc, effectivement, si vous êtes en quête pure de TRI, ce sera difficile à battre. Si le fait d'avoir des revenus réguliers vous rassure malgré tout, ce que je peux comprendre, en plus, il y a une problématique de liquidité. Les parts en nue propriété sont, pour le coup, pas liquides avant leur maturité. Effectivement, le démembrement peut être extrêmement intéressant. Pas de réponse totalement tranchée là-dessus pour Aurélie, hein, parce que ça dépend quand même conséquemment du pays dans lequel vous êtes. Si vous avez 15, 20, 30% d'imposition sur les revenus d'une SCPI européenne en plus, ben, tout à coup, évidemment, ça va réduire l'intérêt. Donc, tout l'intérêt de faire des études personnalisées finalement, et pour ça, donc, les conseillers de Louvinvest, comme toi, on peut les avoir en Zoom, par téléphone, par email, pour faire des études personnalité quand on le souhaite. Justement, tu parlais, ça dépend de où on habite. Alors, j'ai vu la question, je ne sais plus qui l'a posée, mais elle est très intéressante. Tu as mis le focus sur deux SCPI européennes en Allemagne. Et finalement, si tu es résident fiscal allemand, est-ce que ça pose, est-ce que le raisonnement change ou ça reste le même? Alors, c'est une excellente question et je vous avoue on a pas mal essayé d'y répondre en interne, parce que justement, on se posait exactement cette question, en particulier parce qu'on ouvre également l'Allemagne et que donc, on est en train de se dire, est-ce qu'on ne vendrait pas de l'Eurovalis à des Allemands? Je vous avoue que mon allemand est objectivement pas assez bon pour qu'on ait réussi à trouver dans le BOFIP allemand la réponse exacte. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, sur une SCPI comme Eurovalis, il y a des impôts qui sont payés en Allemagne de 15,825%, je crois, et qui, par exemple, en France, vous donnent droit à un crédit d'impôt. C'est-à-dire que ce qui est déjà payé en Allemagne ne sera pas retaxé en France. Vous allez avoir le différentiel uniquement à payer. Donc, sur l'Allemagne, j'aurais tendance à penser que c'est la même chose et que donc, potentiellement, vous n'avez quasiment pas d'impôt sur ces SCPI. Ceci dit, on a regardé en interne et on a quand même quelques personnes qui touchent un peu leur billet en allemand, donc on devrait pouvoir vous répondre de manière plus spécifique. C'est vrai que la question fiscale dans des pays spécifiques est toujours un peu difficile parce que c'est extrêmement local et malheureusement, les systèmes d'imposition traduisent pas toujours leur site dans des langues qui sont accessibles. Donc, réponse C'est un peu clair. mi-figue, mi-raisin que je Donc, vous fais aujourd'hui. à, à creuser alors. Sur la partie imposition, Absolument. merci Samy qui a posé une question tout à fait intéressante. Donc, si on prend des SCPI, je dirais françaises avec leur imposition,
et qu'on a en parallèle une activité LNMP déficitaire ou même une nue propriété en déficit foncier, est-ce que les gains des SCPI peuvent être annulés par des déficits d'autres d'investissements locatifs? Alors, de manière générale, donc j'imagine que le cas s'applique pour des SCPI françaises. Donc, sur les SCPI françaises, quand on est résident français, donc ce ne sera pas votre cas, hein, mais on a effectivement l'option de choisir soit le régime microfoncier, soit le régime réel, qui permet de faire cela. Néanmoins, j'ai relu donc là le BOFIP récemment, là où ce n'est pas possible, c'est que sur les revenus français qui sont imposés pour quelqu'un de non résident, il y a en fait un minimum qui est imposé par l'administration fiscale, et c'était les montants que je vous indiquais ici. Le texte que j'ai mis en lien en fait ici, hein, est assez clair et vous indique qu'en fait vous êtes obligé, vous avez vraiment c'est un minimum en fait. Les 20% et les 30% sont une taxation minimum. Donc, de ma compréhension de la lecture de ce texte des impôts, non, puisque vous avez cette taxation minimum qui s'applique à vous, contrairement à si vous étiez en France. D'accord. Une autre question intéressante, sera intéressante à ton point de vue, Clément, c'est en tant qu'expatrié, quel avantage investir en SCPI versus investir dans l'investissement locatif via une société qui propose un investissement clé en main. Donc, il y aura très peu de gestion parce qu'elle vous propose un investissement clé en main. Comment tu comparerais les deux types d'investissement? Alors c'est une question d'autant plus intéressante que moi j'avais fait en fait effectivement du locatif clé en main, mais c'était ma mère qui s'en chargeait, donc vraiment mais c'était le Mastéos 1.0. Euh, du coup, la réponse à cela pour moi ça va être la chose suivante, c'est que premièrement, en fait, même si c'est clé en main, on est quand même toujours un peu sollicité. Euh, et quand je dis un peu, parfois c'est beaucoup. Et quand on est à distance et qu'il y a des problèmes, je vous donne un exemple, moi j'avais une fuite d'eau, donc il y avait évidemment ces clés en main, sauf que il faut quand même contacter son assurance, il faut remplir un constat à l'amiable, etc. Tous ces sujets-là sont malgré tout assez lourds. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, les rentabilités, alors tout dépend de si vous envisagez l'investissement à crédit ou pas, mais si vous l'envisagiez par exemple en cash, en fait, les rentabilités que vous allez avoir sur du locatif aujourd'hui vont pas être tellement meilleures, voire même moins bien. Donc, en fin de compte, quand je compare ce qu'on peut obtenir sur, par exemple, de la SCPI européenne, comme je vous l'indiquais, aux alentours de 4,4% de rendement avec une fiscalité très avantageuse, c'est pas toujours la meilleure option. Mais franchement, de manière objective, les deux sont des bonnes options. Si vous êtes prêt à prendre un Hmm. peu plus de risques, vous allez choisir un bien, vous allez potentiellement même pas le visiter, ou peut-être en visio, mais c'est à peu près tout. C'est tout à fait une option. Voilà, mais les, les, Hmm. les deux sont des bonnes options. Hmm. Ouais, moi, je peux peut-être compléter. Effectivement, on voit souvent les membres Imoneos, en fin de compte, c'est une stratégie de diversification aussi, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, investir dans l'immobilier en direct, ça permet plus facilement d'accéder au crédit et de leverager du crédit. Bon, sauf en ce moment, c'est ce qui est un peu plus compliqué, versus des SCPI, qui est un investissement purement passif et finalement moins risqué parce que forte répartition de l'investissement. Il y a une question qui revient sur l'imposition sur des SCPI qui aura un mix d'investissement en France et en dehors de la France. Comment ça se passe là, quand on est expatrié? La SCPI fait la part des choses. Comment ça se passe? Absolument, absolument. Et donc la SCPI va vous envoyer ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique, qui est un document récapitulatif qui vous rappelle exactement les revenus obtenus, ainsi que les pays dans lesquels ça a été obtenu. Et notamment, donc la question, hein, qui était de se dire effectivement qu'on pouvait potentiellement être imposé sur les revenus français. Oui, c'est le cas. Les revenus qui sont issus d'immobilier basé en France sont imposables en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas présenté de SCPI qui potentiellement faisaient des mix. Enfin, je vous en ai présenté, mais pas sur le SCPI européenne. Par exemple, Iroko, hein, ça fait partie. On est sur un mix. Mais les deux SCPI que je vous ai présentés sont du 100% Allemagne, exactement pour cette raison. Euh, Parce que l'objectif, c'est pas d'aller se créer des casse-têtes en ayant 20% des revenus d'une SCPI qui soit basée en France et qui tout à coup nous oblige à aller faire une déclaration complète en France, ce qui est quand même tout de suite plus lourd. Hmm.
Ben, écoute, merci beaucoup Clément. Je vois que le chat a été très actif. Je pense qu'on a repris un maximum des questions qui ont été posées. Si vous en reste, de toute façon, vous avez l'académie qui est en ligne, les liens que tu vas nous partager et bien sûr les conseillers en direct. Merci encore pour ta présentation et le partage de ton expertise. On va mettre le replay en ligne pour les personnes qui voudraient revoir la discussion. Et également, gentiment, Clément va nous partager ces slides par PDF, de sorte qu'on puisse tous avoir accès aux liens et continuer à se renseigner. Voilà. Encore un grand merci à toutes et à tous, et surtout à Clément. Et puis, je vous dis à très Merci, bientôt, et Rémi. surtout des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne fête de fin d'année.